Donc, vous le savez, on a des gens qui sont partis de très loin pour être avec nous aujourd'hui et on les remercie d'être là. On remercie Gabriel aussi qui est parti de moins loin, mais qui est là quand même, de Villeray aussi. Depuis quelques années, on a vu, je pense, tout le monde, des discours anti-genre, les queerphobies émerger autant en Europe qu'en Amérique. On le ressent, ce sont des discours qui sont tenus dans la société civile, mais qui ont aussi fait leur place dans la sphère politique. Alors, comment ces discours-là affectent les politiques publiques? Comment ces discours-là en viennent à affecter les droits des personnes LGBTQ2+. Comment on peut faire des comparaisons entre les différentes situations à l'international? C'est un petit peu les questions auxquelles on va s'attarder dans ce panel-ci. Puis vous pouvez prendre vos micros parce que je commencerai en faisant un petit tour d'horizon géographique pour vous demander dans chacune de vos zones d'expertise quels sont les constats qu'on fait à ce moment-ci, quels sont les discours les plus présents qu'on entend, quelles communautés sont davantage visées. Donc, je commencerai peut-être avec Massimo qui nous vient de l'Italie. Eh bien, bonjour, et j'en profite pour vous remercier pour l'invitation, l'organisation et l'accueil. Et je vais dire des choses un peu démotivantes, mais je suis content que ça soit au début, comme ça après on a le temps de passer à des choses peut-être plus motivantes. Alors, ce que je vais vous peut-être porter un petit regard d'Italie très rapide. Ce qu'on vit en Italie, c'est un peu par rapport vue d'Europe, un laboratoire d'une très forte institutionnalisation de ces discours contre les personnes LGBTQ+, contre les personnes trans, non-binaires en particulier, contre les droits des femmes aussi, en fait, parce que ça fait partie de ce discours anti-genre, même s'il y a une focalisation très spécifique sur les personnes LGBTQ+. Donc, c'est ce qu'on a vécu en Italie. En fait, ça fait 10 ans à peu près qu'on a vu émerger ce discours contre la théorie du genre, l'idéologie du genre, porté par des nouveaux groupes qui sont constitués, organisés autour de cette nouvelle question. Donc, ce sont des groupes qui proviennent du militantisme catholique, anti-avortement, pro-vie, spécifique, et qui se sont appropriés de ce nouveau discours sur la théorie du genre, mis en circulation par le Vatican à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui leur a donné la possibilité de se présenter dans l'espace public, alors que ce sont des acteurs généralement religieux, donc qui ont une catholique en particulier en Italie, mais pas seulement ailleurs, mais de se présenter dans l'espace public comme des citoyens mobilisés, parce que la théorie du genre ne contient pas donc tout ce discours contre les droits, contre le respect, contre la discrimination, contre l'éducation de genre, etc., ne contient pas un discours religieux, n'est pas fondé sur une morale religieuse, mais sur un discours dit scientifique, sur la biologie, sur l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc. Et donc à partir de ça, on voit commencer cette mobilisation de citoyennes, entre guillemets, contre la théorie du genre, que les partis de la droite radicale et de l'extrême droite italienne vont tout de suite, on va dire, investir, parce qu'ils voient là quelque chose qui marche au niveau électoral, qui marche dans la compétition et qui donne ses fruits. Peut-être j'y reviendrai après. Je pense que, merci Massimo, je pense que c'est un bon résumé de la situation. Au Chili, par contre, Pablo, on a une situation qui semble être un petit peu différente depuis une dizaine d'années. Je pense que chez vous, le mouvement de contestation ou de recul, vous le sentez peut-être moins à ce moment-ci? Euh, bonjour tout le monde. Et je dirais que c'est un peu pareil qu'en Italie, du point de vue d'une espèce de bicivilisation de nouveaux discours autour de la question de genre, mais il y a une différence aussi parce que ce qui caractérise un peu la société chilienne, ce sont deux traits, je dirais. Le premier, c'est une espèce d'ambiguïté générale vers la diversité sexuelle et de genre. On le voit par exemple dans le point de vue que le Chili, c'était un des premiers pays qui a approuvé le mariage égalitaire en Amérique latine. C'est le premier pays où la première boîte gay en Amérique latine était ouverte, par exemple. Mais en même temps, comment ça, après les années 90, il a vraiment un changement du point de vue, je dirais, moral, mais que ça reste dans l'ambiguïté. Selon les enquêtes, par exemple, maintenant, et 80
de la population chilienne pense que l'orientation sexuelle homosexuelle, c'est une orientation légitime, c'est la manière de poser la question. Hein. Mais par contre, seulement 40% de ces personnes considèrent que c'est une bonne idée d'habiter à côté d'un voisin homosexuel. Okay. Donc, c'est une ouverture limitée. Oui, on le voit. Et ça, je dirais que d'une part, ça explique cette espèce de monte des discours anti-genre, mais en parallèle, le deuxième facteur, je dirais, c'est le fait que le Chili, c'était vraiment une espèce de laboratoire de l'organisation néolibérale de la société. Je ne sais pas si vous êtes déjà le savez, après le coup d'État de 1973, c'était mis en place vraiment des politiques de privatisation de la santé, de l'éducation, de logement, etc. Et alors, le discours anti-genre maintenant est organisé sur un droit fondamental qui est toujours protégé par la Constitution. L'idée que les parents peuvent choisir l'éducation de leur enfant. Et alors, quand on parle de la question de l'éducation de la sexualité, je dirais, sont trois choses, non? L'éducation de la sexualité, la question de la diversité genre et aussi sexuelle, et la question de l'équité de genre aussi, ce sont des sujets résistés. Mais toujours sous cette injonction de respecter le droit des parents d'éduquer ses enfants. Mm-hmm. Et à mon avis, ça explique cette espèce de bouleversement, parce qu'on a vu que ces montées de discours anti-genre sont très récentes, et avec une force un peu inédite, mais c'est un peu la surprise, je dirais. Hein? Je vais peut-être faire juste un petit saut par-dessus Montréal, puis on va terminer par le Québec. Donc, Marianne, on vient de parler justement de ces discours qui s'appuient un peu sur les droits des parents. En France, la Manif pour tous, qui était à la base opposée au mariage entre conjoints de même sexe, aujourd'hui est devenu le syndicat de la famille, je crois. C'est comme transformé un peu dans son discours, mais peut-être pas dans sa forme. Alors, il y a quand même des parallèles à faire, mais si on regarde du côté de la France précisément, qu'est-ce qu'on a de très présent comme discours actuellement? Non. Désolée. Avant de parler de la manif pour tous, je vais peut-être faire un détour parce qu'en fait, c'est la question de la diffusion qui est assez intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a des parallèles et que finalement, il y a des éléments de discours qui circulent de manière transnationale, alors même que les contextes locaux peuvent être très différents et se réapproprient de manière parfois très stratégique, alors même qu'ils ont souvent des intérêts divergents, des agendas politiques divergents, des éléments de discours. Donc c'est ça qui est compliqué à analyser, c'est parce qu'à la fois il y a des choses qui sont très communes dans des contextes nationaux très différents, qui sont portés par des mouvements qui sont très différents. Ça peut être effectivement des associations ou des institutions religieuses, ça peut être des mouvements familialistes. Enfin, c'est une nébuleuse très différente avec des personnes qui parfois ont des fortes rivalités. En France, si on prend par exemple le cas au moment des élections législatives, il y avait deux partis d'extrême droite qui se présentaient aux élections. D'un côté, le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national, qui est dirigé par Marine Le Pen. Et il y avait aussi le mouvement d'Éric Zemmour, où il y a la nièce, qui est Marion Maréchal Le Pen. Et c'était assez intéressant parce qu'il y a aussi des tensions entre ces deux mouvements-là et des réalités, alors même qu'ils appartiennent à l'extrême droite et que stratégiquement, ils vont plus ou moins instrumentaliser ces questions-là. Donc, dans le programme du Rassemblement national, la question woke, la question de l'éducation n'était pas présente dans le programme, là où elle était très présente dans le mouvement Renaissance d'Éric Zemmour. Donc, pardon ? Reconquête, pardon. Oui, reconquête. En même temps, mon lapsus, il vient pas par hasard. Donc, ça, c'est un premier point important. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui vient de la part de la fachosphère, qui serait une nébuleuse hyper structurée, unifiée. Alors qu'en pratique, c'est plus compliqué, même à l'intérieur de ces mouvements, il y a des fortes différences, même si évidemment, ils vont trouver des cibles stratégiques. Et c'est effectivement plus facile politiquement, beaucoup plus rentable politiquement, de s'en prendre à ces questions-là. Donc l'éducation à la sexualité,
en France, elle a réémergé hier de la part du ministre délégué à l'éducation qui a parlé de cette question-là. Dans un contexte politique, il faut quand même rappeler en France où on est dans une crise de légitimité politique, de crise un petit peu parlementaire et surtout de crise économique. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler, c'est que finalement ce discours-là arrive dans un contexte particulier où c'est très rentable médiatiquement, politiquement, d'amener cet agenda-là par rapport au fait de parler de comment est-ce qu'on va résorber le chômage, comment est-ce qu'on va régler la question de la dette, etc. Donc finalement, il y a des cibles comme ça très stratégiques. Et pour revenir à la Manif pour tous, ce qui est intéressant, c'est que la Manif pour tous a été très active autour de la question du mariage. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est un peu en perte de vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, leurs idées ont largement essaimé. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire de voir des mouvements qui, en fait, à un moment donné, vont être très porteurs, vont être en perte de vitesse, mais où finalement, leurs idées vont très largement essaimer dans la société. Et c'est la même chose avec le printemps républicain, où finalement, c'est un mouvement qui est en train d'être en perte de vitesse, mais d'une certaine manière, leurs idées ont essaimé très, très largement au-delà de leur... Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est de voir qu'il y a une grande perméabilité de leurs idées. Et d'ailleurs, dans le gouvernement actuel de Michel Barnier, il y a 8 ministres qui sont issus des idées de la Manif pour tous. Donc ça, c'est plutôt les éléments inquiétants. Puis ça, je veux qu'on y revienne tout à l'heure parce qu'en Italie aussi, on observe ce phénomène-là où des gens associés au mouvement se retrouvent finalement au cœur du pouvoir. Donc, il y a vraiment une espèce de, sans dire que tout le monde est touché, il y a une filiation quand même. Gabriel, au Gris Montréal, vous avez accès à des données de recherche. On a souvent l'impression au Québec qu'on est un petit peu sanctuarisé, hein, qu'on n'a pas encore vraiment de recul, même si on sent qu'il y a une certaine fragilité. Quelle est ta perception des discours à l'heure actuelle au Québec? Alors, j'ai envie de dire, au-delà de ma perception, ce qu'on constate, c'est que nous, on a de la chance au Gris Montréal, c'est qu'on intervient souvent en milieu scolaire, mais pas que, pour démystifier l'orientation sexuelle et l'identité de genre depuis maintenant 30 ans. Ça fait aussi 30 ans qu'on collecte des données sur les populations qu'on rencontre de façon très concrète quand on intervient dans le cadre d'une séance de classe. Ce sont nos bénévoles dûment formés qui interviennent et qui, donc, au terme de l'intervention, chaque personne qui est dans la salle de classe est invitée à répondre à un questionnaire. Ce questionnaire-là a évolué à travers le temps, mais globalement nous permet de prendre le pouls des niveaux d'aise des jeunes qu'on rencontre par rapport à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, pour récapituler, on a 30 ans de données à l'heure actuelle qui nous permettent de voir à quel point les jeunes scolarisés au Québec sont à l'aise ou mal à l'aise avec ces questions-là. Pour résumer, ce qu'on est en capacité de dire au Gris Montréal à partir de ces données-là, donc je parle, on est à peu près sur 1000 interventions par année. L'année dernière, on a formé à peu près 20 000 personnes dans nos établissements scolaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, depuis le début de nos interventions en classe, en 1994, on voit une montée presque systématique d'année en année des niveaux d'aise des jeunes qu'on rencontre. Face à des énoncés comme « j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne »,« j'apprends que je dois faire un travail d'équipe avec un garçon bisexuel », etc. Donc, c'est à hauteur des préoccupations des publics qu'on rencontre. Des niveaux d'aise qui vont en augmentant et globalement jusqu'à 2021-2022, où on commence à stagner et à l'heure actuelle, on est sur un recul franc des niveaux d'aise qu'on est en capacité sur lesquels on est en capacité de mettre le doigt, ce qui veut dire très concrètement, dans l'année scolaire qui vient de se terminer, en juin 2024, on était à peu près revenu à des taux d'aise qui étaient ceux d'il y a 20 ans au Québec. Donc, des cohortes d'étudiants qui nous ramènent un peu à 2 décennies plus tôt en termes d'ouverture, en fait. En termes d'aise, en fait, de sentiment d'aise par rapport à cette thématique-là. Après, les données qu'on est en capacité d'avoir sont limitées parce qu'on est sur une temporalité réduite, etc. Mais ça nous montre effectivement à quel point, et je pense que c'est aussi l'intérêt d'être en dialogue, c'est à quel point ces discours, bien sûr, ces discours-là qui sont sociaux, qui traversent la sphère politique, la sphère médiatique et autres, bien sûr, vont percoler dans le milieu scolaire. Et c'est une évidence, mais on a d'une certaine manière l'impression qu'on
Donc, l'école serait en huis clos et serait peut-être épargnée d'une certaine manière par ces lames de fond. Alors, ce que ces données-là nous montrent et ce que plusieurs données à travers le monde commencent à nous montrer, c'est à quel point, effectivement, on est dans une période où on assiste à un backlash ou une montée des discours adverses, ou enfin, on le nomme de différentes façons en fonction de ce qui est mis en évidence, qui se joue donc de façon spécifique. Et je pense que un des intérêts d'aller voir ce qui se joue, notamment auprès d'un jeune public ou notamment en milieu scolaire, c'est parce que beaucoup de cette rhétorique ou de ces narrations-là vont prendre pour cible les jeunes personnes. C'est-à-dire que ce qu'on entend, ce que les collègues ont dit depuis tout à l'heure, c'est souvent ce qui va être véhiculé, c'est cette idée qu'il faudrait que nos jeunes n'aient pas tel type d'information, ne soient pas en capacité d'accéder à tel type de représentation parce qu'on aurait peur pour elles. Donc, ce discours-là, il est omniprésent et il prend beaucoup pour cible les jeunes personnes. Alors, c'est peut-être particulièrement intéressant d'aller voir à quel point il réussit, entre guillemets, dans ce qu'il cherche à accomplir. Quels sont les ingrédients qui permettent à ces discours-là de finir par se trouver un espace presque légitime, en fait? C'est-à-dire que les gens veulent les entendre, il y a des gens qui veulent les écouter. Quels sont les ingrédients essentiels pour que ce qui, il y a peut-être 10 ou 15 ans, se disait pas tellement bien, maintenant se dise de manière tout à fait décomplexée? Ça a commencé comment? Puis on y va selon votre bon vouloir. En Italie, par exemple, est-ce qu'il y a eu un moment où, dans la société civile ou en politique, il y a eu un événement où tout d'un coup, on a commencé à discuter de ça, puis là, c'est devenu un thème incontournable dans l'espace public? Il y a plusieurs facteurs. Ce que je pense sans doute ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation qui, à un moment donné, est passée de quelques manifestations avec une centaine de personnes, les premières manifestations. En 2016, il y a eu une grande manifestation avec presque 500 000 personnes à Rome. Donc, il y a eu un intérêt de la presse et des médias qui a commencé à faire émerger et donner visibilité à les porte-paroles et les représentants de ces groupes qui ont commencé à apparaître dans l'espace public, à la télé, dans les journaux, à parler de la théorie du genre, à faire exister quelque chose qui n'existe pas et qui, non seulement n'existe pas, est un discours vide qui sert quelque chose, mais qui en soi mobilise contre un ennemi plus que porter un discours, au premier abord en tout cas. Et l'autre ingrédient fondamental, donc, c'est la visibilité publique qu'ils ont eue, avec un peu de complicité et de responsabilité des médias qui ont pris sans questionner ce qui venait, donc en organisant ces débats, mais alors qu'est-ce que c'est que la théorie du genre, et en confondant tous les niveaux. Et l'autre, évidemment, c'est le rôle de la politique et des partis. Ça, tu mentionnais la présence au gouvernement aujourd'hui en Italie en Italie et au Parlement, au gouvernement et au Parlement, de personnes qui proviennent de ces mouvements. Ça n'aurait jamais pu se passer s'il n'y avait pas deux choses. La première chose, c'est l'intérêt des partis de la droite et l'extrême droite de renouveler leur plateforme idéologique en intégrant ces questions de genre et de sexualité et de la famille, non seulement parce que ça permet de parler de ça et pas d'autre chose, mais parce que ça permet de avancer un programme de reconfiguration de la démocratie des droits, en une démocratie que Orbán en Hongrie a définie de manière parfaite, en parlant de démocratie illibérale. Donc c'est un projet de reconfiguration de la démocratie, donc de changer comment fonctionnent les démocraties, et en particulier dans le contexte européen, et passer d'une démocratie des droits à une démocratie, eux ils disent, des valeurs. L'autre ingrédient, et je termine, c'est la faiblesse de l'autre camp, progressiste, démocratique et de gauche en général, qui n'est pas assez, du moins en Italie, n'était pas et n'est pas encore assez préparée et assez ignorante sur toutes ces questions, ne fait pas le travail que la droite fait de liaison avec les mouvements et les milieux communautaires et les voix des personnes concernées en premier lieu. Et cette faiblesse, avec la force de ce continuum d'échange mouvement-parti, fait qu'il y a d'un côté la capacité de imaginer et rendre possible une action politique, et de l'autre côté de rendre difficile une action de non seulement défense, mais de proposition et d'adoption aussi de mesures et de politiques et de programmes qui vont dans
dans la direction de ce qu'on a vu ce matin. Je reviens au début de ce que tu disais dans ta réponse, Massimo, mais la responsabilité des médias qui vont donner de la visibilité à des groupes ou à des personnes qui vont tenir des propos sans nécessairement les remettre en question, les remettre en contexte, valider, en fait, vérifier la validité même du propos. Est-ce que vous l'avez observé aussi ailleurs? Est-ce que c'est un petit peu à l'origine de la hausse de la popularité de ces idées-là au sein de la population? Moi, je dirais que, par exemple, dans le cas chilien, l'importance des réseaux sociaux et aussi il y a beaucoup d'activisme sur YouTube, par exemple. Et que c'est après une espèce de crise des institutions en général, qu'on dirait que ça manifestait dans les fins des années 90 et 90. Ça a été remis en cause la légitimité des médias, des institutions, de l'Église, des écoles. C'est un peu l'horizon. Et alors, ce qu'on voit en faisant la recherche, c'est que pas mal d'activistes, surtout de milieux évangéliques dans le cas chilien, reçoivent de l'argent d'ailleurs pour financer des émissions sur YouTube ou se mobiliser sur les réseaux sociaux, et sur X, ou Twitter à ce moment-là. Et alors, ça a une importance assez marquée. C'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment de résonance, par exemple, dans les médias traditionnels comme la radio, la télé, mais on voit qu'il a une force pour mobiliser les gens et les organiser que c'est assez importante. En considérant les conditions matérielles du pays où la pénétration de ce type de technologie c'est assez marquée. Et alors, c'est l'espace que ces activistes ont trouvé pour mobiliser et faire expression de son discours. Marianne, justement, parlant des réseaux sociaux, tu as travaillé sur un projet de recherche dans lequel il est très clair que les réseaux sociaux sont des outils qui vont, je dirais, empirer la menace envers les personnes issues des communautés, c'est-à-dire que ça va servir des fois même à transmettre des informations personnelles sur certaines personnes qui pourraient être visées par des actes éventuellement homophobes ou transphobes. Alors, je ne sais pas si ça empire, mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait des formes renouvelées de harcèlement qui passaient notamment par les réseaux sociaux et il y a des effets d'amplification. C'est-à-dire qu'en fait, là où avant, les personnes auraient par exemple reçu des lettres de menaces à leur domicile, aujourd'hui, ça va être des campagnes de harcèlement qui sont très coordonnées, hein, puisqu'en fait, il y a des noms qui sont mis comme ça en pâture. Il y a même en France des listes qui circulent. Alors, ça circule plutôt dans des milieux activistes confidentiels, mais quand même, il y a ces listes qui circulent avec des informations très précises sur les personnes qui peuvent aller jusqu'à l'enfant de cette personne fréquente telle école, son adresse personnelle, c'est ça, etc. Donc là, il y a vraiment un effet de diffusion de l'information qui est très, très amplifié. Après, est-ce que sur le fond, c'est la faute des réseaux sociaux? C'est plus compliqué. C'est un outil qui permet une amplification d'un phénomène qu'on aurait pu voir autrement. Après, peut-être que il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première chose, c'est que finalement, on a l'impression que c'est très cantonné à des sphères particulières, alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se diffuse. Parce qu'en fait, en France, on a un peu l'impression que cette question-là, elle est très spécifique à la Hongrie, la Pologne, et que finalement, nous, on est très progressistes et que ça ne nous concerne pas trop. Donc, on a toujours comme ça un peu des figures repoussoires où finalement, ces questions-là, elles ne seraient pas le propre à la France, mais il y aurait des pays bien pires, ce qui permet effectivement de ne pas faire ce travail critique de fond. Or, quand on regarde ce qui se passe, on voit bien qu'il y a une diffusion très large. Donc, ça ne concerne pas que l'extrême droite. Des mouvements qui, à un moment donné, je pense par exemple à la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, qui se présentait comme le camp progressiste versus le camp conservateur, qui se présentait comme le candidat contre le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. En fait, aujourd'hui, il y a des convergences et des alliances stratégiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est-à-dire que le gouvernement de Michel Barnier, c'est un gouvernement où il y a à la fois des macronistes et aussi des personnes qui sont issues du Parti Les Républicains avec des membres de la Manif pour tous.
avec des connexions très fortes avec le milieu catholique conservateur. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on a un discours qui présente deux camps, le camp progressiste versus le camp conservateur, et qui finalement ont des formes d'alliances stratégiques. Et ce que ça met aussi en évidence à travers la question des médias, c'est que finalement, les personnes qui ne s'intéressaient pas à ces questions ont l'impression que ça émerge tout d'un coup, alors que les personnes comme Massimo ou d'autres personnes qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions-là voient bien qu'en fait, il y avait des choses qui se préparaient, qui se structuraient, il y avait des financements, notamment de journaux, de médias, etc. Et que finalement, cette espèce de bataille idéologique, elle se prépare depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment donné, là, elle est tellement forte et présente que là, on la découvre au grand jour. Mais en fait, cette structuration des médias, ce contre-discours, il est en place déjà On a manqué de vigilance. depuis longtemps. Alors, la question, c'est pas forcément est-ce qu'on a manqué de vigilance, mais c'est qu'effectivement, après, chacun était aussi dans sa thématique. Ouais. C'est-à-dire que les mouvements antiracistes sont sur leur thématique. Enfin, c'est très difficile de pouvoir faire le pont. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est que les moyens financiers sont incommensurables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, qui finance ces discours-là? C'est qu'il y a un certain nombre de milliardaires qui ont racheté des journaux et qui clairement servent ce programme-là. Donc, que ça soit Bolloré avec des chaînes comme CNews, les journaux, etc. Et il y a très peu d'équivalents en termes de bataille de contre-discours. Il n'y a pas de médias, il y a des médias indépendants, mais c'est sans commune mesure. Ben, si je peux me permettre un petit détour par les États-Unis, je crois que c'est une compilation du New York Times qui disait que lors de la plus récente campagne électorale aux États-Unis, les républicains ont dépensé plus de 65 millions de dollars en publicité électorale qui ciblait directement les personnes trans. Donc, imaginez 65 millions de dollars en pub juste pour cibler un groupe. Donc, ça donne quand même un exemple assez probant des moyens financiers dont on peut parler. Gabriel, je reviens sur la question des réseaux sociaux parce que l'école, évidemment, n'est pas détachée de la société dans laquelle elle existe. Donc, forcément, ces discours-là pénètrent le milieu scolaire, mais en même temps, les jeunes ne consultent pas les médias traditionnels ou très peu. Donc, ces discours-là, comment font-ils pour prendre de l'ampleur à l'école ou pour même se partager? Ça vient des réseaux sociaux en partie? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en évidence par rapport à ça. Je pense que les sujets d'actualité qui peuvent faire couler beaucoup d'encre autour de ces thématiques-là peuvent ne pas seulement se donner à voir dans les journaux ou dans les journaux de façon traditionnelle. C'est-à-dire que si on prend cet été les Jeux olympiques et cette boxeuse algérienne qui a fait les manchettes, etc., beaucoup de nos jeunes, enfin, on a vu tout de suite en milieu scolaire à quel point nos intervenantes et intervenants se sont fait poser des questions très rapidement sur de quoi il était question, sur ces questions de normes de genre, etc. Et donc, on voit bien à quel point ce sont des thématiques qui vont rapidement se rendre jusqu'à LE. Alors, ce qui me semble intéressant de mettre en évidence, puis par rapport à ce que vous avez dit, notamment ce que tu as dit, Marianne, c'est le fait que c'est le caractère cyclique de ces dynamiques-là est intéressant parce que, alors oui, on peut se poser la question de pourquoi, mais on peut aussi se poser la question de la fonction sociale de ce genre de discours-là, c'est-à-dire à quoi ils servent et pourquoi ils perdurent, pourquoi ils demeurent et reviennent systématiquement. On en parlait informellement à la pause, toi et moi, tout à l'heure, mais je pense hier ou avant-hier, le ministre de la réussite scolaire en France a pris la parole pour dénoncer le fait qu'il y ait le retour de la théorie du genre dans nos écoles, etc. Et bien sûr, dans cet épouvantail. Et voilà. Et cet épouvantail-là, on aurait pu entendre le même discours en 2013 quand il y a eu les grandes manifestations, etc. C'est presque exactement les mêmes mots qui sont utilisés. Alors, pourquoi c'est le cas? Parce que de façon, ici, je prends la France comme exemple, on pourrait prendre plein d'autres contextes culturels, pour exemple, mais à quel point, notamment, par exemple, on a vu à quel point en France, les gens s'étaient beaucoup mobilisés par dizaines de milliers de personnes contre le mariage pour tous à cette époque-là. Et à partir du moment où il y a eu une meilleure
acceptation sociale du mariage entre conjoints de même sexe. Alors là, subitement, il fallait trouver autre chose pour qu'on puisse rassembler, qu'on puisse mobiliser les gens autour de quelque chose. Alors, ce côté fonction sociale, c'est presque cet épouvantail qu'on va brandir. Et encore une fois, tu l'as dit, pas pour te mettre sur la sellette une deuxième fois, mais tu l'as dit très justement. C'est ce truc qu'on va brandir pour ne pas qu'on regarde autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, OK, alors ça revient en ce moment. Pourquoi ça revient en ce moment? Pourquoi on nous brandit ça? Qui essaie de sauver sa peau. Voilà. Et c'est cet exercice-là auquel on devrait se prêter davantage, il me semble. Mais Marianne, vas-y, oui. Juste rapidement par rapport à ça, c'est qu'en fait, dans les sondages d'opinion, quand on demande aux Français quelles sont les questions qui les préoccupent vraiment, c'est la dégradation des services publics, avec la santé en premier, l'éducation. Donc, il y a une demande très forte de services publics, alors qu'on voit bien qu'en ce moment, les services publics sont attaqués. Il y a aussi une demande très forte par rapport à la question de l'inflation. Donc, la question du coût de la vie, c'est une préoccupation centrale des Français. Mais sur le devant de la scène, dans le traitement médiatique et dans un certain nombre de débats politiques, ce qui va focaliser l'attention, c'est la question migratoire, c'est la question de l'insécurité et c'est ces questions-là. Donc, il y a un agenda politique qui est relayé médiatiquement, alors qu'en fait, ça ne correspond pas du tout aux questions qui préoccupent vraiment les gens. Donc, ça donne l'impression qu'en fait, tout le monde serait d'accord et que c'est des questions centrales, alors qu'en fait, ça l'est pas vraiment. Il y a une vraie distorsion parce qu'en fait, c'est ce qui est mis sur le devant de la scène, alors qu'en fait, c'est pas ce qui intéresse prioritairement les gens. Sur la question de l'éducation, je vais faire un petit peu de millage là-dessus parce que, bon, en Italie, il n'y a pas encore d'éducation à la sexualité obligatoire pour tous. Là, en France, j'ai pas trop saisi la nature du problème parce que c'est une éducation à la vie affective, sexuelle et, c'est quoi le troisième terme, relationnelle. Donc, adapté selon les niveaux. Ça peut sembler tomber sous le sens et puis apparemment, ça fait énormément réagir. Qu'est-ce qui fait tant réagir? Puis je dis ça en sachant très bien que l'Alberta a déposé un projet de loi pour exiger le consentement parental. Il y a d'autres provinces au Canada qui ont fait la même chose aussi. Donc, qu'est-ce qui dérange tant dans ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Après, c'est la question des fantasmes. En fait, c'est vraiment une machine. Enfin, quand on dit la question des enfants, on voit bien que c'est un sujet un peu sensible et on retrouve une rhétorique qui est assez ancienne, hein, qui est à la fois la rhétorique de la conversion homosexuelle ou la contagion. Donc, cette double rhétorique, elle est récurrente. Donc, il y a cette idée que ces cours-là, il permettrait ou en tout cas, il jouerait un rôle dans la propagation de l'homosexualité ou dans la propagation. Enfin, ce qui est par ailleurs, effectivement, c'est très compliqué, mais les gens sont très perméables à ce discours-là qui est aussi instrumentalisé par des associations qui sont très mobilisées et très efficaces. C'est le cas des parents vigilants, par exemple, en France, qui ont pris un peu le relais de ce qu'avait pu faire un temps la Manif pour tous et qui font du lobbying très, très agressif. Donc, par exemple, quand l'association Le Planning Familial veut intervenir dans un collège ou un lycée, ils vont faire des campagnes de harcèlement ou proposer aux parents de retirer leurs enfants de l'école, alors qu'en fait, les discours sont quand même très soft. C'est sur la question du consentement, le droit à disposer de son corps, de l'information sur la contraception. Enfin, on est quand même sur des choses qui sont très basiques et avec un volume d'heures qui est très limité. Donc, on va instrumentaliser des paniques morales, des peurs. Et par ailleurs, dans un contexte où il y a tout un tas de scandales en France autour de questions de violences sexistes et sexuelles et de non-respect du consentement. Donc en ce moment, il y a le procès de Mazan, qui est un énorme procès qui visibilise cette question-là. Il y a le MeToo du cinéma qui est en cours et on retrouve cette question-là qui permet aussi d'invisibiliser cet enjeu fondamental qui est la question du consentement. Et dernière chose que j'avais oublié de dire aussi tout à l'heure, dans un contexte où Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique.
Donc là aussi, on voit qu'il y a un changement de paradigme et qu'il y a quand même un discours qui vise à fermer les frontières, se replier, voire expulser des personnes qui seraient... qui n'auraient pas le droit, dont le droit d'asile ne serait pas reconnu, et inversement, un appel à réarmer la démographie. Donc là, on a un changement de paradigme important. Massimo, je resterai sur la question de l'éducation rapidement. Qu'est-ce qui explique que chez vous, en Italie, il n'y ait toujours pas un programme d'éducation à la sexualité obligatoire? Parce que ça semble, encore une fois, aller de soi, et pourtant, il n'y en a toujours pas. Oui, et en fait, non seulement il n'y en a toujours pas, mais là, en septembre, ce gouvernement a fait passer, on va dire, une motion, c'est comme ça s'appelle, on dirait, c'est quelque chose d'un peu symbolique parce qu'on n'engage pas des actions directes, mais qui engage le Parlement, donc à voter ça, engage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'il y ait des programmes ou des cours ou n'importe quel type de projet qui pourrait être reconduit à la théorie du genre soit bloqué dans les écoles. Et là, ça commence aussi dans les universités. Il y a eu une interrogation parlementaire hier d'un député de la droite, de la majorité, qui a interrogé la ministre de droite de la majorité sur un cours dans une université sur théorie du genre, théorie au pluriel du genre et queer, et qui demande à la ministre d'intervenir. Et on a la ministre de l'université qui dit je vais ouvrir une investigation pour voir si tout s'est passé selon, on va dire, selon les règles. Et même elle dit s'il n'y a pas de crimes qui ont été commis ou de détournement de quelque chose que ce soit. Je voulais juste rebondir. Donc, non seulement il n'y a pas d'éducation, parce que les gouvernements progressistes n'ont pas eu le courage de le faire, et donc de poser un cadre institutionnel qui protège les personnes et qui protège les écoles, qui protège les enseignants et qui protège les personnes. Mais je voulais juste dire un truc sur ce que tu as dit en passant avec Marianne. Tu disais qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années. On a manqué de vigilance. Comment ça se fait que d'un coup on voit apparaître? Marianne le disait, en fait, on ne s'en est pas aperçu hier. Le premier livre de David Paternotte, sorti sur Habemus Gender, c'est 2015. Donc ça fait presque 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on étudie ces groupes, ces mouvements, ces dynamiques, on sait tout ça, les trucs transnationaux, les contextes nationaux, etc. Ce qui s'est passé, à mon sens, du moins en Italie, c'est qu'il y a eu une sous-estimation énorme du pouvoir que ces personnes arrivées à l'intérieur des institutions et maintenant au gouvernement auraient pu avoir, aussi pris dans l'illusion que, comme on est en Europe, et comme on est dans un pays démocratique, en Italie, avec un niveau de protection des personnes LGBTQ+, très, très moins 2, mais quand même, on est dans un contexte démocratique, donc on peut pas, ils ne peuvent pas se passer des choses horribles. Il y a des digues, il y a l'Union européenne qui protège, etc. Avant la montée du gouvernement Meloni en 2022, septembre 2022, on s'est un peu mobilisé quand même des gens qui depuis 10 ans disaient écoutez, ces gens-là, ils ont signé des manifestes, des valeurs anti-genre avec ces groupes, ça va être grave ce qu'ils vont faire. Et on nous disait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quand même, ils ne peuvent pas non plus. Eh bien, en fait, ils peuvent. Ouais. Et ils peuvent aussi, pas seulement, je voulais juste dire, pour finir, on peut revenir en arrière sur ce qui a été acquis, pas seulement en abrogeant. Donc, on peut maintenir des programmes, on peut maintenir sur la carte des politiques publiques, mais on peut les vider de sens. On peut les rendre inopérantes, on peut enlever les financements et donc réduire les capacités des groupes, des associations, des universités, des écoles et tout à zéro, parce que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Juste pour vous dire, l'Italie a une stratégie nationale LGBT+, très avancée, qui recalque celle de l'Union européenne, adoptée en 2022, elle est sur le papier. Et donc, les indicateurs disent que l'Italie a un programme de protection, de politique publique, d'intervention d'État sur les questions LGBTQ+, mais en fait, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de financement et il n'y a pas d'application de ce programme. Donc, oui, on peut faire des choses simplement en ne faisant rien, en rendant ce qui existe inopérant et, pas possible de concrétiser. Ouais, puis en fait,
inaction s'ajoute quand même à certaines actions qui ont été posées, entre autres en criminalisant la gestation pour autrui de manière universelle en Italie. Donc, ça vient s'ajouter à des gestes qui étaient quand même assez forts. Pablo, j'aimerais parler un peu justement d'éducation au Chili parce que il y a des orientations qui ont été adoptées chez vous il y a une dizaine d'années pour l'inclusion des minorités sexuelles et de genre dans les écoles, mais on devait actualiser ces orientations-là et ça a été un petit peu plus difficile. C'était un moment compliqué quand ces orientations qui ont été mises en place en 2016 ont été actualisées en 2023. Et à ce moment-là, on a vu les mobilisations de parents et cette idée de aussi ça existe une organisation qui s'appelle No te metas con mis hijos, avec mes enfants non, tu restes dehors. C'est un peu comme ça, c'est la traduction. Et alors, cette organisation, par exemple, ça a bien mobilisé, a fait une accusation constitutionnelle envers le ministre de l'Éducation, qui à ce moment-là, c'était un ministre gay. Et en effet, ça montre bien, à mon avis, cette ambiguïté de la question dans les cas chiliens, au moins. Parce que quand les personnes qui mobilisaient cette accusation ont dit « Ah, ça a été fait, ces orientations ont été mises en place parce que le ministre est un homme gay. Et alors, tous les partis politiques ont dit « Mais non, arrête, hein, c'est injuste. » Et alors, cette accusation n'a pas passé au Parlement. Mais c'est ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'était renouvelé cette idée de ce discours sur l'idée de droit des parents sur les enfants. Et à mon avis, c'est vraiment un héritage d'une conception familiste. On utilise le mot familisme pour expliquer un peu la force d'intégration sociale, l'importance qu'ont à la famille dans le cas des sociétés latino-américaines. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a, même à l'université, on a conduit une petite recherche avec des personnes qui ont participé à ce débat-là sur la loi de l'éducation sexuelle. On est en train de discuter une nouvelle loi d'éducation sexuelle. Et c'est intéressant parce qu'on a vu, même pour les personnes qu'on dirait plus conservatrices, et cette idée que la question genre, sexualité, c'est toujours un effet privé, c'est la question de la vie privée toujours. Et alors, rien à discuter sur ça. Et les personnes gays, lesbiennes, trans ont tous les droits. Voilà, on a le droit de la visibilité et tout, mais ne pas parler à son enfant, il faut le protéger absolument. C'est ça, c'est l'idée. Hein? C'est quelque chose de la vie privée. Et ça montre bien cette espèce de... Pour moi, c'est l'effet de cette conception néolibérale de la vie sociale à la fin. Non, c'est quelque truc de l'individu tout le temps. Et à ce moment-là, il est en résonance en dire, OK, nous sommes ici, pas pour interdire les manifestations plurielles de la sexualité et tout ça, mais plutôt pour défendre les familles et le droit des familles d'éduquer ses enfants. Et c'est placé comme ça. Et alors, pour moi, c'est une espèce de déguisement. Hein, déguisement, comment on peut dire comme ça? Oui, merci. Mais parce qu'on voit aussi, et ça c'est la dernière chose que je dirais, quand je vous écoute, je pense tout le temps, par exemple, comment dans le cas chilien, mais j'imagine qu'il y a ailleurs, il faut passer ce type de discussion aussi sur l'angle de la classe sociale. Parce que quand on voit au Chili, par exemple, les groupes catholiques, qui sont plutôt des classes aisées, ils se mobilisent au Parlement, de ce type de trucs. Et les tâches sales, on dirait, de faire des manifestations devant les écoles et tout ça, sont toujours de femmes évangéliques des quartiers populaires. C'est bien différencié. Et alors, ce sont toujours ces idées, on va protéger les enfants, mais d'une façon différente. Soit en s'opposant au Parlement avec les grandes personnes, non? Ou soit devant les écoles. Hein? Et c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu la question. Gabriel, je ne pense pas me tromper en disant que pour toi, une chose qui est un peu étonnante dans tout ça, c'est qu'on parle constamment des enfants, on parle constamment de protéger les enfants, mais on n'implique jamais les enfants dans ces discussions-là, en fait. Oui, absolument. Alors, au-delà des enfants, même juste les personnes mineures, beaucoup de ces épouvantails qui sont brandis, on l'a vu au Canada avec le Nouveau-Brunswick, en Alberta, on l'a vu au Québec, on l'a vu un peu partout aussi, dans d'autres contextes. La manière dont beaucoup de ces discussions-là sont cadrées autour des droits qu'on donnerait ou qu'on ne donnerait pas aux mineurs trans et non-binaires en particulier. Donc, les soins d'affirmation de genre, la question des toilettes, l'accès au sport,
l'éducation à la sexualité d'une certaine manière. Et donc, ce qui me semble intéressant et ce qui, à mon sens, aide ce discours à s'installer puis à perdurer, c'est à quel point ce discours s'arrime à une conception très adultiste de l'identité ou du développement ou je ne sais trop. C'est-à-dire qu'on va considérer que les jeunes personnes, en l'occurrence ici les mineurs qui ne sont pas cisgenres, seraient trop jeunes pour se savoir autre chose que cisgenres, seraient trop jeunes, trop immatures, auraient trop peu d'expérience, seraient trop irréfléchis, irrationnels ou je ne sais trop, pour pouvoir se dire avec certitude ou avec autant de certitude qu'il le faudrait qu'ils et elles ne sont pas des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et c'est dans ce contexte-là que ces questions-là sont beaucoup mises en évidence. En tout cas, c'est ce que je vois beaucoup au Canada, c'est ce que j'ai vu beaucoup en France aussi. Et donc, d'une certaine manière, c'est cette partie du discours-là qui n'est pas entendable par l'adulte. Pourquoi beaucoup de la manière dont ces mouvances s'arrangent à l'heure actuelle, c'est autour, et beaucoup au Canada, autour des droits des parents, les droits parentaux. C'est exactement cette idée que les parents, enfin, c'est l'un des parents qu'on entend dans ces manifestations, ce sont des parents qui sont vocaux sur l'idée mes enfants, les enfants de ma ou mes communautés qui sont mineurs ne devraient pas être en capacité d'avoir le choix, entre guillemets. C'est ce qui est véhiculé dans les manifestations. On a eu beaucoup de One Million March for Children à travers le pays en septembre dernier, l'année auparavant. Et puis, si vous regardez les pancartes, les banderoles et autres dans ces manifestations-là, c'est « j'appartiens à mes parents ». Il y a beaucoup cette rhétorique très forte de les enfants ne seraient pas en capacité. Et pire, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, ce discours-là se dédouane à certains égards d'être transphobe en disant « ben oui, mais c'est correct, les adultes trans, mais par contre, les mineurs trans et non-binaires, non, pas question qu'ils aient accès à des soins, qu'ils aient accès à des endroits pour eux, etc. Fait que, d'une certaine manière, ce discours-là, il se rend, à mon sens, plus entendable socialement parce qu'il est arrimé à une perception adultiste des choses. Tu viens de parler des manifestations de septembre dernier. Je me souviens très bien qu'au lendemain de la manifestation de Montréal, François Legault avait tenu un point de presse dans lequel, il avait lancé un appel au calme, mais il avait aussi condamné les extrêmes des deux côtés. Et ça, c'était très peu de temps avant de mettre en place ou d'annoncer la formation d'un comité de sages qui, à toute fin pratique, doit être en train de compléter son rapport sur les questions d'identité de genre. D'entendre ça, qu'on condamne les extrêmes des deux côtés, qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite? Parce que là, on attend un rapport qui va être déposé prochainement. Pour le contexte québécois? Oui, pour le contexte québécooi. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de me prononcer sur ce que je pense qui va émerger d'une certaine manière dans la conversation. En ma défense, je viens juste de revenir au Québec, donc je suis un peu dépassée par l'entièreté de ces discours-là. Je savais qu'elle allait me sortir ça. Je ne sais pas, mais de plein de façons, je trouve l'exercice même auquel ces personnes se prêtent assez... je vais dire réducteur, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Encore une fois, c'est des manières très claires dont on considère que la parole des principales personnes concernées n'a pas sa place dans les discours les concernant. Alors, pour le coup, le comité des sages, ce n'est pas seulement autour de la parole des mineurs queer et trans, c'est bien de l'entièreté de nos communautés. J'ai envie de dire que la question reste ouverte. Ouais. Mais en fait, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai l'impression que l'expérience internationale nous dit que quand on se lance sur ce terrain-là, on est sur une pente glissante qui va durer longtemps. Je ne sais pas si c'est votre perception aussi, mais j'ai comme une impression qu'il y a un avertissement de l'autre côté de l'océan, en fait, pour le Québec. Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est une pente glissante et je connais mal le contexte québécois, mais il me semble qu'il faut peut-être faire attention à ça parce qu'en fait, c'est un piège rhétorique. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si au Québec c'est la même chose, mais en tout cas en Europe, on le voit assez fortement. On nous explique que finalement, et c'est pour ça qu'il y a cette rhétorique anti-genre, on nous explique qu'en fait, ce serait une opposition civilisationnelle entre deux blocs qui seraient à égalité, évidemment,
où finalement, cette bataille des civilisations, c'est la liberté d'expression et il y aurait ce combat à armes égales. Mais en fait, on ne parle pas du tout de ça. Et ça me semble être important de faire très très attention à cette mise dos à dos de deux blocs qui seraient des blocs similaires, équivalents, qui auraient juste des divergences de vues. Parce que concrètement, ce qu'on a pu montrer, enfin, c'est d'une banalité affligeante pour vous, hein, mais pour les politiques, c'était un peu une découverte. C'est que le fond du problème, c'est que c'est pas des personnes qui débattraient argument contre argument de manière civilisée. Contrairement à ce qu'on veut nous dire, c'est que très concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des infractions, des crimes, des délits qui sont perpétrés contre des personnes qui ont finalement pas toujours les moyens de pouvoir saisir les institutions judiciaires, de pouvoir faire valoir leurs droits dans des contextes où en fait elles se font injurier, elles se font harceler en ligne, elles ont des biens qui sont, donc que ce soit des locaux associatifs, communautaires, etc., qui sont dégradés, avec par exemple des personnes qui vont porter plainte et à qui on dit non mais c'est anecdotique, on connaît le nom des coupables mais en fait ils sont jamais arrêtés, et puis en justice finalement les choses tombent un peu à plat. C'est de ça dont on parle en fait, et que quand on interroge les personnes qui sont victimes de ces discours, de ces mobilisations et de ces actions, en fait, on a des personnes qui se trouvent dans des situations de détresse profonde, qui vont se retirer de la vie militante, qui vont se retirer des réseaux sociaux. En fait, c'est de ça dont on parle. Et cette rhétorique qui tendrait à dire oh, finalement, on n'est pas d'accord, c'est un conflit de civilisation et tout ça se fait au nom de la liberté d'expression dans un débat à armes égales, c'est pas du tout de ça dont on parle. Le débat, enfin déjà, c'est pas un débat. Il y a des fake news qui sont en permanence relayées par des médias qui sont surfinancés, qui ont un projet politique et idéologique bien précis. Ah, désolé. Et voilà. Donc, en fait, faut pas négliger ce que ça produit et se laisser enfermer dans cette idée que c'est de la liberté d'expression, on a des divergences idéologiques. C'est pas de ça dont on parle. On a des attentes graves aux droits des personnes qui produisent des effets qui sont des effets délétères. Et en plus, on devrait toutes, alors pas ici parce que je sais que tout le monde est concerné, mais beaucoup plus largement, c'est des atteintes à des valeurs démocratiques, c'est des atteintes aux droits des personnes, et qu'on devrait être beaucoup plus très largement mobilisé autour de ces questions, parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution des paradigmes de ce que c'est qu'un état de droit, de ce que c'est une société avec des valeurs communes et du projet démocratique. Je pense qu'on s'est bien décrinqué pendant 1 heure. On va se prendre 1 minute pour essayer de se recrinquer. Donc, en 15 secondes, chacune. OK? L'espoir, il est où? Quelle est la stratégie de mobilisation? Quelle est la stratégie de mobilisation, en quelques mots, qui pourrait peut-être mettre le couvercle sur la marmite? S'il y en a une, essayez de nous donner un peu d'espoir, s'il vous plaît. Après, on va aux questions du public. Alors, c'est purement démagogique, hein, mais en même temps, j'y crois. Bah, l'espoir, il est là. Enfin, non, mais quelque part, c'est-à-dire dans la possibilité de se fédérer transnationalement, d'avoir une vision commune, un horizon de lutte commun, de mettre en commun à la fois des milieux académiques, des milieux communautaires, des gens qui sont investis dans la politique. Et peut-être c'est ça l'espoir. Gabrielle? Pour moi, une partie de l'espoir se situe chez les plus jeunes. Parce que, en fait, on a plein de sondages qui sortent depuis quelques années sur le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui s'identifient comme queer plus tôt, plus précocement. Alors, soit c'est le résultat de notre efficacité de conversion. Mais tout le monde sait que les pandémies ont une fin, donc à un moment donné, ça va s'arrêter, là. Alors, d'une certaine manière, je me dis que le combat n'est pas perdu et qu'il y a de l'espoir dans ces... sans tout leur mettre sur les épaules non plus, mais il y a de l'espoir à venir. En quelques mots, Pablo? Je pense toujours dans l'espace latino-américain, mais pourquoi pas ici. Je pense aussi à le rôle des familles. Hein. Dans le cas de notre société, les familles ont tellement d'importance. On peut penser que le familisme, c'est une espèce de valeur arriérée, mais si on a réussi à transformer cette idée que le rôle de famille, c'est de préserver l'honneur, ne pas préserver l'honneur, pardon, mais
plutôt de protéger les enfants. On a bien compris que les choses peuvent changer réellement. Et on voit la force d'intégration des familles aussi. Alors, pour moi, c'est un champ important de comprendre, agir. Massimo, je termine avec toi en quelques secondes. Je dirais peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est sous attaque et quand on vit sous attaque permanente, et en Italie, je ne peux qu'utiliser le mot de persécution, parce que les personnes LGBTQ+ et les familles des personnes LGBTQ+ sont persécutées en ce moment en Italie. Il y a aussi un désir de lutte qui émerge, s'organise, les réseaux sont là, se reconstituent, se redéfinissent, se rencontrent de nouveau. Et il y a ce désir on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, on a levé toutes les mains. On a envie de lutter, de résister, parce qu'on sait comment résister, parce que notre histoire, c'est une histoire de résistance. Et on redécouvre notre histoire, et ça nous donne du désir de lutter. Ça ne veut pas dire que ça marche sur le terme plus bref, mais on sait que sur le long terme, ça crée des choses magnifiques, c'est-à-dire ça crée nous, ce qu'on est. Alors, résistons. Merci beaucoup à nos panélistes.